plaisir de venir vous présenter à la fois donc, des notions générales sur les tendinites et puis quelque chose d'un peu plus personnel à notre groupe, puisqu'on a une étude en cours qu'on va vous présenter, et Jean-Marie et moi. Donc d'abord, quelques éléments de contexte sur un problème que vous connaissez tous très bien. Donc vous savez que chez les galopeurs en particulier, puisque aujourd'hui on va parler que de ça, la tendinite est une maladie professionnelle. Donc même si on en trouve aussi chez le trotteur bien sûr, avec une prévalence qui est, c'est-à-dire en fait un pourcentage de la population affectée, si on peut dire, qui, voilà, les pourcentages varient bien sûr, ils varient d'ailleurs souvent d'une écurie à une autre, donc c'est aussi le signe que, on va le voir, il y a un facteur de suivi des chevaux qui est très important dans cette prévalence, mais on peut dire que c'est toujours supérieur à 10%, même quelqu'un qui prend beaucoup de soin de ses chevaux, de toute façon c'est un minimum 10% malheureusement chez les chevaux de course. Et c'est très élevé quand on pense que c'est des jeunes sportifs, ce qui pose quand même un problème aussi de bien-être animal sous-jacent, d'avoir une incidence, une prévalence encore aussi élevée à l'heure actuelle. Et pas beaucoup de progrès d'ailleurs, depuis des décennies, si ce n'est pas des siècles, que ces affections sont connues. C'est aussi des affections qui se caractérisent par une longue phase de convalescence-réhabilitation, on va voir pour quelles raisons, et un taux de récidive, donc une forme d'échec de cette gestion qui est élevé, puisque c'est pareil, ça varie beaucoup, mais c'est minimum 20% et c'est souvent en fait de plus de 50%. Donc ce qui pose évidemment des problèmes économiques, parce que pendant tout ce temps-là, le cheval ne court pas, il coûte, et donc bien sûr tout ça a un coût. Aujourd'hui, on va parler chez le galopeur essentiellement des tendinites. Oh pardon, excusez-moi. Ah oui, c'est ça le problème de m'avoir branché, c'est que j'ai un petit peu de mal à activer la flèche. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement. Je vais faire avec ma flèche. J'espère que vous allez la voir. Voilà, elle est un petit peu légère, des tendinites du fléchisseur superficiel. Donc vous avez tous l'habitude de cet aspect avec le profil palmaire du tendon qui est bombé. C'est pas toujours aussi net, ça peut être beaucoup plus discret que ça, parce que c'est vraiment la tendinite typique du galopeur. Et il se trouve que ces lésions-là, donc chez nos jeunes athlètes, cheval de course, galopeurs, on peut les qualifier de lésions de fatigue. C'est pour ça que souvent on emploie le terme tendinopathie par rapport à tendinite, c'est-à-dire que c'est pas intrinsèquement inflammatoire, même si l'expression c'est une tuméfaction, de la chaleur, de la sensibilité, donc des signes d'inflammation. Mais à la base, c'est vraiment une tendinite, une lésion de fatigue, comme on peut avoir des fractures de fatigue, et qui tiennent au fait que ce tendon, en permanence dans cette discipline sportive, est sollicité à l'extrême. Ici, chez un cheval d'obstacle, en fait, ce que vous voyez, c'est le genou, c'est le carpe, c'est même pas le boulet qui lui est planté dans le sol, voilà. Et ce tendon-là, le fléchisseur superficiel, c'est celui que vous voyez le plus à l'extérieur, c'est celui qui est excentré et qui, au cours des mouvements répétés à grande vitesse d'hyperextension du boulet, va subir l'étirement le plus important. Il s'étire de plus de 10%, peut-être plus près de 15% d'ailleurs, in vivo. Donc c'est des étirements extrêmes, et c'est un des principaux tendons qui s'oppose à l'hyperextension du boulet ainsi qu'à l'extension du carpe, du genou. Comme on le voit ici, vous voyez un genou qui est plus du tout à 180 degrés, mais qui fait un angle en arrière là de plus de 180 degrés. Et ça, c'est lié au geste sportif, c'est inhérent à la discipline. Donc, et si on cherche à reproduire ce genre d'attitude sur des membres isolés, sur des membres isolés, on voit que avant même d'avoir atteint les angles articulaires extrêmes, le tendon il casse sur un membre isolé, alors qu'on n'est même pas encore à un degré d'extension du genou aussi fort que celui que vous voyez là. Donc, on est sur un tendon qui fonctionne dans les circonstances de course et même d'entraînement à des niveaux qui sont proches de ses propres limites physiologiques. Et donc les facteurs de risque liés à ce tendon en particulier, c'est sa position excentrée, comme je viens de le dire. Il a en plus, par rapport aux autres tendons, parce que vous savez que ce n'est pas le seul, il y en a devant là, ici le perforant, le suspenseur, mais il a le perforé, donc non seulement il est à l'extérieur, il a une aire de section, donc une section qui est faible, et comme il est à l'extérieur, il est particulièrement sujet aux vibrations, et notamment sur sol dur, ça vibre, et donc ça aussi c'est un facteur de risque. Donc on peut dire que c'est vraiment le maillon faible chez le galopeur du membre, et alors a fortiori si le cheval en plus a un autre problème, c'est-à-dire que si en plus il est amené à reporter son poids sur un membre, évidemment ça va faire que le tendon va lâcher, c'est le maillon faible. Donc
On a ces facteurs intrinsèques de risque et il faut vivre avec dans cette discipline, mais ça renforce évidemment l'importance de ce que tous les entraîneurs et les premiers garçons font tous les jours, mais qui est vraiment crucial, qui est le dépistage systématique, c'est-à-dire la palpation des tendons, la détection de toute sensibilité. Et une des clés quand même pour réduire la prévalence, je préfère le dire dès maintenant, c'est vraiment cet aspect-là. C'est vraiment cet aspect-là. Si on veut réduire ces taux très élevés, ça passe par là, en premier lieu, avant tout traitement. Alors, c'est un tissu qui est hautement spécialisé, donc là j'en viens plutôt à qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est lésé. Donc vous savez tous, je pense, qu'un tendon c'est fait comme un câble, donc c'est des fibres de collagène, la molécule de base c'est le collagène, mais qui est sur un tendon normal hautement structuré. C'est-à-dire que là vous avez des faisceaux, ça se voit à l'œil nu, si on regarde de très près. Enfin, l'œil nu, il faut déjà avoir enlevé la peau quand même. Comme dit Monica, c'est quand même une pièce anatomique, bien sûr. Mais ce tendon est organisé en faisceaux. Au sein de chaque faisceau, vous avez des fibres. Au sein des fibres, des fibrilles. Tout ça, c'est très longitudinal. C'est vraiment le câble. Et pour arriver finalement à la molécule de collagène. Et entre les molécules linéaires, vous avez en plus des liaisons. Donc le tendon sain, c'est la perfection du câble élastique. Voilà. Et là, ça, c'est à l'histologie, donc on voit cette organisation très linéaire. Ici, sur un tendon assez jeune, il y a pas mal de cellules, il y en a un peu moins après. Quand c'est lésé, la cicatrisation est lente. Et vous avez tous en tête ce genre d'image où on voit le gros trou noir. À l'intérieur du trou noir, il y a d'abord un hématome, et puis cet hématome ensuite donc une hémorragie qui est résorbée, puis c'est colonisé par des cellules, donc on est très très loin de la structure normale. Progressivement, il va y avoir production de fibres, mais au départ, c'est des fibres très fines, qui vont progressivement s'orienter longitudinalement avec la traction en plus, donc avec la notion d'exercice. Donc c'est pour ça que nous, on va voir qu'on va prôner le fait de faire marcher le cheval très précocement pour stimuler cet alignement. Mais on est très loin du compte ici. Et c'est à une phase, ça, où vous voyez que la lésion centrale, elle s'est progressivement comblée. Et donc l'échographie montre une image de moins en moins noire, de plus en plus grise, pour arriver donc à un tendon pleinement cicatrisé qui ressemble souvent beaucoup plus à ça qu'à ça. C'est-à-dire qu'on a bien des fibres, elles sont globalement longitudinales, mais elles ne sont pas en faisceau, parce qu'elles ne pourront plus jamais faire des vrais faisceaux. Et ça donne ce genre d'image cicatricielle sur un tendon qui a été lésé. On voit très bien, entre guillemets, le noyau cicatriciel. Voilà, et malheureusement, il faudra vivre avec, même si certains traitements peuvent éventuellement un petit peu améliorer cet aspect, c'est quand même marginal. Donc le tendon cicatrisé, il reste avec une structure imparfaite et il faut vivre avec, d'où le fait qu'un cheval qui a fait une tendinite, il requiert forcément une surveillance plus étroite et un suivi. Et toute la finalité de la réhabilitation, ça va être non pas d'avoir une belle cicatrice, c'est mieux quand elle est belle, mais c'est surtout de reconditionner ces fibres pour être capable, parce que c'est ça la finalité, de subir des allongements extrêmes, comme on a vu tout à l'heure. Et donc c'est vraiment ça la philosophie. Et ça va prendre des semaines et des mois, et c'est ça pour nous l'étape la plus importante si on veut arriver à un résultat satisfaisant. Voilà. Et ça va se faire dans le temps. Alors il y a de nombreuses approches thérapeutiques, et vous avez tous entendu parler, donc je jette un voile pudique sur ce qui se faisait autrefois, qui ne se fait plus, en tout cas dans la perspective course, heureusement. Beaucoup de choses se développent, il y a pratiquement, je regardais il n'y a pas longtemps, il y a pratiquement 15 articles rien que sur l'année 2022 de nouveaux traitements de médecine régénérative, donc vous en avez tous entendu parler, les PRP, les cellules souches, les facteurs de croissance, etc. Donc ça se développe beaucoup. L'objectif est en général, si on veut résumer, de diminuer l'inflammation du début de la tendinite, de favoriser l'alignement des fibres. C'est des traitements qui sont précoces, donc ça se fait en général dans le premier mois, c'est-à-dire bien avant en fait que le cheval recommence à travailler sérieusement, puisqu'on a dit que la réhabilitation était longue, mais vous le savez, c'est souvent 1 an, voire plus. Et surtout le problème actuellement, donc c'est normal, il faut essayer d'obtenir une amélioration, donc c'est normal qu'il y ait de la recherche dans ce domaine, mais les études qui sortent sont répondent malheureusement rarement aux critères absolus quand on teste un traitement, parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a que ça de vrai, il y a un effet placebo majeur dans tout traitement, et donc pour démontrer l'efficacité, il faut des études dites randomisées contrôlées, c'est-à-dire qu'il faut un groupe contrôle pour éviter l'aspect placebo, et si possible, quand on a l'effectif, que les cas soient affectés de façon aléatoire, soit au traitement, soit au placebo.
Ça, c'est une première chose. Ça c'est des règles générales pour n'importe quel traitement. Mais en plus, dans beaucoup des papiers qui sortent, on se rend compte que le programme d'exercice qu'a subi le cheval, alors que c'est sans doute le facteur le plus important, c'est ça qui va durer des semaines, des mois, il n'est pas forcément standardisé. C'est-à-dire les cas, ils repartent et puis ils ont chacun un peu leur protocole. Donc autant dire que c'est très très difficile dans ces conditions de comparer quoi que ce soit à l'arrivée. Et souvent en plus, les études jugent sur un aspect échographique à 6 mois, éventuellement 9 mois, et pas sur les performances. Or, il n'y a que ça qui compte à la fin. Donc il y a beaucoup de limites actuelles sur les études qui sortent sur les nouveaux traitements. Alors ça va peut-être s'améliorer, mais pour l'instant, il y a quand même un déficit de ce côté-là. Alors, pour information, si on reste dans le domaine du jeune athlète, chez l'homme, l'essentiel, mais vraiment la grande majorité de la gestion est basée sur l'exercice contrôlé, avec des fois des exercices, comme par exemple ici, ce type d'exercice spécifique pour les tendinites du tendon d'Achille. C'est excessivement rare sur des tendinites du jeune athlète qu'on fasse des traitements médicaux. Aussi pour des raisons de réglementation, mais c'est sûr que la réglementation est plus stricte chez l'homme que chez le cheval, mais c'est pour dire que c'est vraiment la base du traitement. Et les injections sont vraiment pour des cas plutôt de tendinite, dégénérescence de l'homme un peu plus âgé. Mais chez le jeune athlète, c'est essentiellement l'exercice. Vous pourrez demander à vos kinés ou médecins du sport, vous verrez. Voilà. Et on fait même, alors ça, dans le cheval, on est vraiment très très en retard là-dessus, on fait même pour des sportifs de haut niveau, des entraînements dédiés préventifs avec des gestes biomécaniques qui sont faits pour renforcer les tendons les plus à risque. Alors qu'est-ce qu'il en est chez le cheval ? Alors il y a beaucoup de choses qui restent à faire de ce domaine-là. Quand on parle exercice contrôlé chez le cheval, on pense non seulement au travail, c'est ce dont je vais vous parler dans la suite de mon exposé, et c'est aussi ce dont Jean-Marie va vous parler. Il ne faut pas oublier aussi les sols et la ferrure. Il se trouve que pour le perforé, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être moins crucial, notamment la ferrure, que pour d'autres tendons. Pour d'autres tendons, comme le perforant qui va jusqu'au pied, la ferrure est totalement essentielle, et du coup, pour que cette ferrure agisse, le sol est parfaitement essentiel. Dans le cas du perforé, je dirais que voilà, il faut un sol plutôt ferme, un sol plutôt ferme et une ferrure légère, si possible à branche plutôt étroite, mais c'est pas le fond, disons, la chose la plus importante, ça va être vraiment le travail, le programme de travail. Et c'est de ce constat, si vous voulez, qu'est né donc le projet qu'on a mené depuis 3 ans, qui est en cours, qui n'est pas tout à fait fini, il est toujours en cours d'analyse des résultats, et qu'on appelle Tendinact, qu'on a appelé Tendinact, parce qu'il est basé sur le principe du programme d'activité des chevaux. Donc je vais vous en parler dans quelques minutes qui me restent de nos premiers résultats, et Jean-Marie vous traitera l'aspect échographique et suivi clinique des chevaux, puisque c'est lui qui les a suivis. Donc les objectifs de ce projet, c'est centré donc sur la partie exercice contrôlé, et c'est d'évaluer comment le succès, finalement, les performances ultérieures d'un lot de chevaux dont la tendinite, donc on a travaillé sur des chevaux d'obstacle, vous allez voir, est géré uniquement avec l'exercice contrôlé sans aucun autre traitement. Le constat de départ, c'est celui que je viens de vous présenter, mais si on le résume avec ce petit graphe, c'est que dans la plupart des cas, l'attitude classique consiste à confiner plus ou moins le cheval au début. Dans le premier mois, soit des vésicatoires, soit des injections intratendineuses. Ensuite, on le met au pré, et c'est vrai que sur le plan économique, forcément, c'est moins cher. Et pendant 6 à des fois plus de 10 mois, et ensuite on le reprend, et tout d'un coup, évidemment, là, il va se mettre à travailler très fort. Et c'est sûr qu'on n'est pas complètement surpris à ce régime-là, compte tenu de ce que je vous ai dit de la structure, que ça récidive fréquemment. Donc on s'est dit, nous, on va avoir une autre attitude, on va aucun traitement, aucune injection, mais on va faire travailler le cheval dès le départ, on va essayer de lui préparer un programme de travail qui augmente linéairement, et on va voir si on a effectivement de meilleurs résultats pour la suite. Donc c'est une étude prospective, c'est pour ça que c'est lourd comme étude, donc c'est prospectif, on a les chevaux au départ et on leur fait entre guillemets subir ce programme. C'est des cas spontanés, donc c'est pas des lésions induites, c'est très important de travailler sur des cas réels, et donc le principe de l'étude c'est le reconditionnement, c'est ça la philosophie, reconditionner le tendon et le suivre avec un suivi médical rapproché, et ensuite de suivre ses performances en course. Donc, on a au total inclus 13 pur sang ou AQPS. On a choisi la discipline obstacle parce que les lésions sont d'abord très fréquentes et elles sont bien standardisées. On a travaillé avec des chevaux de 3 à 6 ans, et donc 6 hongres et 7 femelles.
C'était donc des tendinopathies spontanées sur les antérieurs, et le critère d'inclusion, c'était que ça devait être des lésions centrales de moins d'1 mois. Il fallait que le cheval, voilà, et la lésion soit vraiment récente. L'entraîneur, enfin les entraîneurs avec qui on a travaillé, et les vétérinaires bien sûr, donc devaient s'engager à ce qu'il n'y ait pas eu de traitement, à part bien sûr en stade aigu, vous le savez tous, on essaie de refroidir le tendon, donc le froid était parfaitement autorisé, bien sûr les bandes, etc., mais rien d'autre, voilà. Et on a travaillé avec le moins de vétos possible pour avoir le moins d'entraîneurs possible, c'est-à-dire le moins de facteurs de variation, parce qu'évidemment, il y en a forcément. Donc on a travaillé essentiellement avec le Dr Sicuna et surtout avec le Dr Hélène Pasquet, qui est donc installée dans la région de Clermont-Ferrand et qui a donc beaucoup de steeplechasers. Les chevaux donc sont arrivés et ils ont été donc voilà le site, c'est d'ailleurs le Syral que vous connaissez je pense pour la plupart d'entre vous, donc ça c'est le Syral. Donc ces chevaux ont été, quand ils ont commencé à travailler, parce que c'est pas tout de suite quand même, mais au début ils font que du marcheur bien sûr, on va le voir, mais quand ils ont commencé à travailler sur piste, ils étaient sur la piste du Syral qui est une piste en sable fibré, et puis donc voilà l'hébergement avec les paddocks ici. Je ne vais pas détailler les protocoles, Jean-Marie va vous en dire un petit mot je pense. Donc l'inclusion s'est traduite par toute une batterie d'examens, puisqu'il fallait évidemment que les chevaux n'aient pas de pathologie intercurrente grave, parce que sinon on n'aurait pas su, si jamais ça ne marchait pas ensuite, si c'était lié à la pathologie intercurrente ou à la tendinite dont le traitement, dont la gestion échouait. Donc on s'est affranchi de problèmes intercurrents. Avec tout un tas de batteries d'examens, mais Jean-Marie vous en parlera, je crois. Et sur le principe du programme de réhabilitation, je vais juste vous expliquer ça en quelques mots. Alors, il y a beaucoup de programmes qui circulent, mais là, en comparaison du nôtre, donc ça c'est le nôtre, et c'est pour pouvoir comparer à ce qui est décrit dans la littérature, on a été obligé de ramener ça en minutes. Ça n'a pas beaucoup de sens, et nous on ne travaille pas du tout en minutes, mais c'était la seule façon de pouvoir à peu près se comparer aux autres programmes. Et ça, c'est ce qui est issu d'une conférence de consensus, donc un espèce d'accord, si vous voulez, entre vétérinaires. Et donc c'est ce qui est souvent recommandé, ce qui est à gauche. Et puis à droite, c'est ce qu'on a fait nous. Le principe, c'est de commencer plus tôt, donc d'éviter... Alors, excusez-moi parce que c'est en anglais, mais donc le bleu là, vous voyez, c'est le séjour au box. Et donc la plupart des anglo-saxons, notamment, recommandent au moins 15 jours de box. Nous, le box, c'est arrivé une fois pour un cas de tendinite très très sévère, quand le cheval vraiment emboîtait, mais dans tous les autres cas, il n'y a pas eu de confinement au box. Le cheval a commencé le marcheur quasiment dès son arrivée, quoi. Donc en vert, c'est le pas, donc au marcheur ou en main, enfin, nous dans notre cas, c'était du marcheur. Ils ont commencé le trot, donc en général dans la littérature, c'est pas avant 4 mois, donc le tout début du trot en jaune, là, en orange, excusez-moi, tout début du pas monté et du trot, en général c'est en même temps, pas avant 4 mois. Nous, nos chevaux, ils ont commencé le trot à 11 semaines, donc 11 semaines, c'est même pas 3 mois. Le galop de chasse, c'est pareil, dans la littérature en général. Alors je sais bien que c'est des moyennes, il faut bien trouver des... Voilà. Mais c'est pour vous dire que globalement, on est quand même plus rapide dans les grandes étapes que ce qui est décrit dans la littérature. Donc, excusez-moi. Donc là, en général, c'est autour de 8 mois. Nous, le galop de chasse, un petit galop de chasse, mais il a été attaqué à 4 mois. Et enfin le canter, donc canter, il y a canter et canter, on est bien d'accord, c'est pas le canter à 50 km/h, c'est du petit canter, mais en général c'est décrit pas avant 10 mois et nous on l'a attaqué donc avant 6 mois, entre 5 et 6 mois. Donc c'est globalement plus précoce. Maintenant, voilà, c'est graduel, mais c'est pour vous donner une idée. Et ça, c'était la théorie. Et là, c'est juste un exemple d'un cheval qui, en l'occurrence, a bien marché. Alors, ça a été assez long. Vous voyez que ce cheval-là, il est resté 53 semaines à peu près. Donc, c'est long. Ça, c'est un des constats du programme. On était très optimistes au départ en se disant, en 10 mois, ça va aller. Il n'y en a pas un seul qui a bien marché en 10 mois. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait mieux que les autres sur le plan de la durée. Mais par contre, comme vous allez voir, on a quand même quelques bons résultats. Et donc ça, c'est un exemple concret. Et là, c'est plus exprimé en minutes. Là, on repart en distance. Et ce que vous avez là, donc, c'est la distance moyenne par jour, mais sur chaque semaine. Donc, sachant qu'il y a des jours où le cheval travaille plus fort, des jours où il travaille moins fort, comme chez un entraîneur. En général, il y a 2 ou 3 jours par semaine où le cheval travaille plus fort. Donc là, c'est une moyenne journalière, mais sur les semaines successives. Voilà, juste pour vous donner une idée. Donc, le suivi de ce travail, donc c'est un programme de recherche, donc c'était essentiel qu'on ait toutes les infos. Donc, on a travaillé avec toute une équipe de cavalières, et donc que je remercie énormément ici, parce que ça nécessitait beaucoup de personnel, ce projet-là. Et donc, ces cavalières étaient équipées, et cavaliers, il y a plus de cavalières que de cavaliers, étaient équipés d'un GPS, ici, et donc,
toutes les séances étaient enregistrées, déchargées, donc on avait toutes les distances, les vitesses, moyenne, max, pour chaque allure. J'insiste sur un élément très important, bon, les entraîneurs bien sûr savent tout ça, mais c'est très important de bien échauffer le cheval, c'est déjà important naturellement, mais sur un cheval qui a une tendinite c'est encore plus important, donc le temps d'échauffement est vraiment majeur, hein, et dans notre cas à nous c'était toujours au moins 30 minutes de marcheur, avant, quand les chevaux ont commencé à être montés, hein, avant donc 1000 mètres montés et 700 mètres, 1000 mètres de pas montés pardon, et 700 mètres de trot. Donc l'aspect échauffement sur un cheval qui a une tendinite est très important. En termes de suivi, donc, les chevaux ont eu des examens tous les mois. Alors au quotidien, les cavalières, donc les gens en charge des chevaux au quotidien, nous, comme on n'avait pas forcément, on ne pouvait pas avoir forcément un véto qui fasse l'examen complet tous les jours, elles faisaient des thermographies, donc la chaleur, hein, la température des tendons a été mesurée tous les jours, mais tous les mois il y avait un examen complet, donc pratiqué par Jean-Marie et son équipe. Donc comprenant un examen physique, un examen dynamique, évidemment un examen échographique dont il va vous montrer des tas d'images. Donc ça c'est la base tous les mois. Comme on était au CIRAL, on a rajouté là-dessus des examens d'imagerie avancée dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais qui sont évidemment très intéressants pour documenter la lésion, IRM scanner, donc voilà, ça a eu lieu à 3 reprises. Et puis, parce qu'on a développé dans notre équipe un procédé ultrasonore qui nous permet d'évaluer l'élasticité des tendons, on a également fait ces mesures, alors plus espacées, hein, à peu près tous les mois au début, puis ensuite tous les 2 mois. Alors là, comme Jean-Marie ne va pas vous présenter cet aspect-là, je vais vous en dire un petit mot, et c'est surtout pour insister. Donc l'examen physique, qui est donc le début de l'examen clinique, et qui est ici pratiqué par Jean-Marie, donc la palpation, et c'est aussi cette phase-là qui permet donc de détecter si le tendon est épaissi, donc épaississement, chaleur, hein, sont détectés à travers ça, et puis ensuite la sensibilité, hein, qui est donc détectée, vous voyez, en le membre au soutien, et en prenant donc le tendon, en pinçant le tendon entre l'index le majeur d'une part, le pouce d'autre part, donc doucement, il faut évidemment grader hein, sa pression, mais c'est absolument essentiel et sincèrement, un des messages que je souhaite faire passer, c'est que vraiment il y a beaucoup de tendinites qui peuvent être détectées très précocement. Et nous, on l'a bien vu dans le suivi des chevaux, il suffit dans ce cas-là de réduire le travail pour que les choses se remettent en place. Bien souvent, hein, on peut éviter le problème tout simplement en baissant le niveau du travail. Il ne faut pas oublier que c'est des lésions de fatigue, hein, et qui dit fatigue dit repos permet de limiter l'extension. Donc c'est vraiment un aspect très important. Alors les résultats, donc je vais commencer les résultats, puis Jean-Marie prendra la suite sous un autre angle. Donc voilà nos 13 chevaux. Et quand on a débuté, en fait, je veux dire que pour des raisons diverses, le projet avait un tout petit peu de retard dans le tout début de l'inclusion, et on nous avait mis de côté des chevaux. En fait, les 2 premiers chevaux, l'entraîneur nous les avait entre guillemets réservés, donc les chevaux avaient fait des tendinites, nous avait dit c'est des chevaux pour votre programme, sauf qu'on n'était pas prêt tout de suite à les accueillir. Donc malheureusement, les 2 premiers chevaux, on les a pris quand même, bien sûr, hein, ils ont fait tout le programme, mais ils sont arrivés après le fameux premier mois, le critère d'inclusion. Donc ils sont dans l'étude, ils nous ont appris beaucoup parce que c'est les premiers qu'on a eu, hein, donc forcément comme tout programme ça doit se roder, mais ils sont pas, on peut pas dire qu'ils sont vraiment les bons témoins hein, du projet avec son protocole strict, puisqu'ils ont été inclus au-delà de la période. De même que cette jument-là, elle n'était pas du tout dans normalement les vétos ni les entraîneurs référents, on l'a prise quand même parce que c'était le tout début, donc on ne savait pas trop combien on allait en avoir au départ. Elle ne répondait pas aux critères d'inclusion de la lésion centrale, mais c'est pareil, elle nous a appris beaucoup, donc on l'a gardée même si elle est hors protocole. Et cette jument-là qui a aussi été sortie du protocole, là c'est pour autre chose, c'est que son écurie a été liquidée et donc elle est partie alors même qu'elle n'avait pas du tout fini le programme de réhabilitation. Donc ces 4 chevaux-là nous ont appris des choses, on exploite leurs données, mais ce n'est pas dans le protocole à proprement parler, donc on ne peut pas juger de l'efficacité, si vous voulez, sur la base de ces 4 chevaux. Une petite mention particulière pour ces 3 derniers chevaux-là, mais en particulier ces 2-là en rouge. En fait, à cause du Covid, il y a eu forcément quelques perturbations, comme vous le savez, au niveau des courses, donc à un moment donné, on a eu un petit ralentissement des inclusions, et donc on a voulu quand même avoir au moins nos 13 chevaux pour qu'il nous en reste au moins 10 à l'arrivée après ceux qu'on avait sortis, en particulier les 3 premiers. Et donc on a accepté des chevaux jusqu'en juillet à septembre 2021. Or, c'est un programme qui a des financements, les financements s'arrêtaient, donc il fallait qu'on vide l'écurie en juin 2022. Et par conséquent, pour certains chevaux qui sont arrivés en juillet ou en septembre, ça a été un peu court, et ces chevaux-là, on a dû les renvoyer alors que ce n'était pas tout à fait fini. Et effectivement, sur ces cas-là, on se rend bien compte que c'était pas prêt, c'était pas fini. Donc voilà, donc ça c'est des impératifs, mais c'est pas grave, ça nous apprend énormément, et Jean-Marie va vous en parler aussi de ces 2 cas-là.
Donc en termes de synthèse des résultats, à ce jour, tout n'est pas fini, mais si je parle d'abord des évolutions favorables, alors on a tous des critères différents pour les évolutions favorables. Là j'ai retenu 3 courses, ça peut vous paraître faible, mais c'est à cause d'un des cas qui s'est malheureusement tué dans une course au bout de sa 3e, mais qui réussissait très bien. Donc voilà, c'est un peu, ça peut être 5 courses, dans la littérature c'est des fois 3, des fois 5, bon, on peut en discuter. Donc au moins 3 courses, mais sans récidive. Donc on a eu ces 2 cas-là, donc à chaque fois que vous allez voir les résultats, en violet, c'était ce qu'ils avaient fait avant la tendinite, donc le nombre de mois en course et le nombre de courses. Donc vous voyez que le premier, c'était quand même un cheval qui avait pas mal d'expérience derrière lui, de kilomètres au compteur, si on peut dire. Ça ici, c'est le nombre de semaines où ils sont restés en réhabilitation. Ici, ça c'est le nombre de semaines une fois de retour chez l'entraîneur avant leur première course. Ça veut dire que celui-là il a couru 9 semaines après être retourné chez son entraîneur et il a passé 51 semaines au Syral, c'est ça que ça veut dire. Il a fait 17 courses après son départ du Syral en 17 mois. Voilà. Et il a été réformé, mais voilà, c'était la fin de sa carrière. Le deuxième cheval, alors ça peut paraître très très long, mais ce cheval-là il est reparti au bout de 52 semaines et il s'est fait une tendinite de l'extenseur sur l'autre membre. Et donc on l'a récupéré pour le réhabiliter de sa tendinite de l'extenseur. Et donc il est reparti pour un tour, si je puis dire, chez nous. Donc au total, ça lui fait une longue période. Il a recouru 11 semaines après, il a fait 7 courses. Il a fini par être réformé, pas du tout pour sa tendinite, mais parce qu'il dérobait et que donc l'entraîneur en avait un peu marre. Mais il a très bien, voilà, il a bien réussi. Les cas suivants, donc tout ça c'est toujours des cas qui ont réussi, donc je dirais que voilà, on en a 5 qui sont vraiment des cas favorables. Un autre cas qui s'est très bien passé, celui-là, excusez-moi, donc avec au total donc 8 courses sur 5 mois et demi de période en course. Ça finit par une récidive, d'où le point rouge, mais c'est quand même un cheval à qui on a mis une certaine pression parce que le taux d'engagement en course est souvent très élevé sur ces chevaux qui ont déjà recouru. Et donc lui, il s'est fait quand même des grosses épreuves de cross-country à 4500 mètres, très proches les unes des autres. Bon, il a fini par récidiver, mais il a fait quand même 8 courses en 5 mois et demi, c'est quand même un très bon score. Ça, c'est la jument dont je vous ai parlé, qui a été euthanasiée sur le champ de course parce qu'elle a fait une fracture. Bon, et c'était une très grosse lésion, donc très grosse lésion dont on pensait sincèrement pas pouvoir la sortir. Donc et alors elle est restée aussi longtemps parce que à 2 mois du départ, elle a pris un coup de pied à la piste et elle a eu une fracture. Donc ça a prolongé un petit peu la période de convalescence chez nous. Et enfin ici, donc, voilà, le dernier cas, alors ça c'est notre cas le plus spectaculaire, Jean-Marie va vous en parler un petit peu. Il a eu besoin que de 40 semaines de réhabilitation. C'était pourtant une lésion impressionnante au départ, comme vous pouvez le voir là. Donc 40 semaines, il a fait 4 courses en 3 mois et demi. Le problème sur sa dernière course, c'est qu'il a fait une tendinite de l'autre membre. Voilà, mais c'est plutôt une tendinite a priori suite à une touche, un trauma. Les 3 chevaux qui n'ont pas bien marché, on peut dire qu'on n'a pas un bon résultat, ils ont récidivé en 3 courses ou moins. Parmi ces 3-là, il y a les 2 dont je vous ai parlé, donc ceux-là sont repartis avant d'être prêts. C'est clair qu'on a dû vider les écuries et ils n'étaient pas tout à fait prêts. C'est notamment le cas du dernier qui a pu passer que 40 semaines et il n'était pas dans la même situation que l'autre. Il y a un facteur interindividuel dont Jean-Marie va vous reparler, très important dans l'évolution des tendinites. Et puis donc celle-ci, elle a récidivé effectivement au bout de 3 courses, mais il faut voir que ce n'était pas forcément une jument de très très grande qualité. Elle avait fait qu'une seule course avant. Donc, c'est toujours mieux ce qu'elle a fait après qu'avant, mais effectivement, c'est moins de 3 courses. Et puis une que je n'ai pas classée, parce qu'elle a été réformée au bout de 2 courses, mais pour hémorragie pulmonaire induite à l'exercice. Donc voilà, on ne saura jamais si son tendon aurait tenu plus longtemps ou pas. Donc elle a été réformée assez précocement. Voilà, et donc j'en ai presque fini. Je vais juste montrer, puisque Jean-Marie va vous parler beaucoup de l'aspect échographique du suivi, je veux juste vous montrer 2 types de choses qu'on mesure. Donc moi je m'occupe plutôt des paramètres quantitatifs, et il y a quand même des choses très intéressantes à suivre dans une tendinite sur le plan quantitatif, notamment l'aire de section du tendon. Et on voit par exemple, ça c'est nos différents chevaux. Ceux qui sont en rouge ou brun, c'est plutôt ceux qui ont mal évolué. Ceux qui sont en vert ou bleu, c'est ceux qui ont bien évolué en termes de performance. Et on voit que la plupart de ceux qui ont bien évolué, si on exprime leur aire de section en pourcentage de l'aire de section au départ, au tout début de la réhabilitation, ils ont tendance soit à être stables, soit à diminuer. Inversement, ceux qui ont mal évolué, alors c'est particulièrement le cas de ce cheval-là, qui est un de ceux qu'on a rentré en dernier, là, dont Jean-Marie va vous reparler, là ça a beaucoup augmenté, et ce cheval-là, vraiment, on n'a pas compris, mais il va vous en parler mieux que moi,
très difficile, la cicatrisation très difficile sur ce cheval-là, et pourtant on a été très doucement. Une chose que je veux juste souligner, j'en profite, c'est que l'aire de section, c'est le témoin, dès que le cheval ne supporte pas, le tendon ne supporte pas l'exercice, il va réagir par une réaction inflammatoire et augmenter son aire de section. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce cheval-là, il a fait une petite récidive, on a réduit l'exercice, et vous voyez que sur le site de la lésion initiale, tout de suite, l'aire de section diminue. Donc le simple fait de l'avoir limité, il continuait à trotter, mais il galopait plus, l'aire de section diminue tout de suite. Donc c'est pour dire que c'est très important, ce suivi médico-sportif au quotidien par l'entraîneur, par le premier garçon, peut suffire simplement à réduire l'activité pendant quelques jours, une semaine ou deux, et ça repart. Et on évite la catastrophe. Donc c'est vraiment très important. Et enfin, dernière chose, donc sur un procédé un peu innovant qu'on a développé dans notre unité, donc qui est le procédé Tensonix, qui est un procédé ultrasonore qui nous permet de mesurer, c'est pas une image, ça fournit un tracé, c'est la vitesse des ultrasons dans le tendon, c'est non invasif. Et là encore, juste à titre d'exemple, vous avez 3 chevaux qui ont plutôt mal évolué, 3 chevaux qui ont bien évolué. Le tracé en bleu, c'est le tendon contralatéral sain, donc c'est celui du cheval qui n'a pas de tendinite. Le rouge, c'est celui qui a la tendinite. Et vous voyez que la vitesse des ultrasons, donc c'est ce qu'on mesure avec cet appareil, sur les chevaux qui ont mal évolué, globalement, à la fin de la réhabilitation, la vitesse était nettement en dessous de ce qu'elle était au début, ou un peu en dessous en tout cas de ce qu'elle était au début, mais enfin, en général c'est assez significatif, alors que sur les chevaux qui ont bien évolué, elle a tendance à être soit stable, soit à avoir augmenté. Donc c'est des choses qu'on va continuer à investiguer, mais c'est quand même des résultats qui sont très encourageants pour un procédé qui est innovant et qui renseigne sur l'élasticité. Encore une fois, c'est ça l'originalité, c'est un procédé fonctionnel. Donc les analyses de ce travail sont toujours en cours, parce que le dernier cheval, il est parti en juin, donc partie fin de la réhabilitation, donc les performances ont été suivies ensuite. Justement, ces performances, pour pouvoir quand même les situer par rapport à une population générale, ils vont être comparés à des cas contrôles. Donc même type de lésion, autant que faire se peut, mêmes entraîneurs, et chevaux qui n'ont pas été gérés de la même façon, c'est-à-dire ont eu des traitements autres, pour voir si on a vraiment des choses significativement meilleures, mais c'est vrai que c'est quand même très encourageant. Cette étude nous montre la variabilité interindividuelle, mais Jean-Marie va vous en parler de façon détaillée, et encore une fois, grâce à des éléments quantitatifs, on va pouvoir préciser un peu l'intérêt de ces différentes choses que n'importe quel vétérinaire finalement peut quantifier, à part le procédé Tensonix qui n'est pas encore accessible, et ça va nous permettre de voir quels sont les meilleurs indicateurs de suivi. Voilà, donc je vais donner maintenant, moi j'ai fini pour ma part, je vais donner la parole à Jean-Marie qui va prendre le relais, mais je vais en profiter, comme c'est pas moi qui finis l'exposé, pour remercier toute l'équipe des gens qui ont travaillé avec nous, parce que c'est vrai que c'était le suivi des chevaux au quotidien, le fait de les monter à la piste, de suivre rigoureusement le protocole, c'était vraiment essentiel pour le bon déroulement de ce projet, et bien sûr de remercier les financeurs, qui sont en particulier la région Normandie, donc on est en pleine Normandie, je tiens à les remercier, avec l'Europe, le Fonds Éperon et l'IFCE, c'est les financeurs principaux du projet. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis donc Jean-Marie prend la suite. Nathalie vous a bien présenté le type d'études qu'on a faites. Moi j'ai passé mon temps au derrière des chevaux, comme on peut dire, c'est-à-dire j'étais au quotidien avec eux, je les voyais travailler sur la piste, j'ai fait des tas de vidéos, j'ai évidemment fait tout le suivi clinique individuel de tous ces chevaux, et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris sur la variabilité interindividuelle. Et c'est l'élément clé. C'est-à-dire qu'on peut faire des statistiques, et quand on lit des articles scientifiques, il y a des statistiques, c'est bourré de statistiques, les articles scientifiques, mais on ne sait jamais ce que le cas individuel va faire. Quand vous avez 65% des chevaux qui sont améliorés avec un traitement donné, votre cheval, il fait partie des 65 ou des 35% autres. Or, ce qui compte, pour moi, ce qui m'intéresse dans la médecine que je pratique tous les jours, c'est le cas individuel. C'est pas le grand nombre. Monica travaille sur des grands nombres, forcément, parce qu'elle a beaucoup de poulains. Mais elle traite sûrement chaque poulain individuellement. Voilà, Nathalie vous a présenté la problématique. Donc, c'est évidemment une affection bien connue de tous les professionnels. La maladie qui nous concerne affecte le tendon fléchisseur superficiel et non pas le fléchisseur profond ou le suspenseur. Il y a des problèmes de suspenseur chez le pur sang, mais c'est moins fréquent quand même. Et quand ils existent, et qui affectent, notamment quand ils affectent l'origine et l'os, ça fait boiter. Alors que la tendinite du perforé, la boiterie, c'est pas l'élément le plus marquant.
L'élément le plus marquant, c'est la déformation locale, comme vous le savez. Et quand on suit ces chevaux, ben là, vous avez un cas que Nathalie a évoqué. Vous avez ici une coupe longitudinale de ce tendon. Vous voyez que le tendon perforant ici est normal et que le tendon lésé, c'est le perforé. Vous voyez ma flèche un peu ? Ou peut-être pas bien, mais enfin, vous voyez le tendon perforé qui est lésé ici. Ça, c'est des coupes transversales serrées depuis le haut jusqu'en bas. Parce qu'on s'aperçoit, et ça c'est très important pour les vétérinaires, que le premier examen que vous faites sur le cheval quand il vous est présenté est le plus important. Parce que si on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas bien apprécier où on va arriver à la fin. Donc la documentation initiale est essentielle. Il faut que cette documentation initiale, le diagnostic, c'est bien beau, c'est facile, comme Monica le disait, tous les vétérinaires peuvent faire une échographie de poumon, bon, donc je vais m'y mettre, mais tous les vétérinaires peuvent diagnostiquer une tendinite de perforé. Par contre, c'est pas suffisant, le diagnostic n'est pas suffisant, il faut une très bonne documentation, parce qu'a priori, si vous allez rechercher si le cheval est stable avec le niveau d'exercice, et si vous allez chercher à quel niveau le cheval va faire sa récidive, il faut que vous ayez l'image échographique au niveau de la récidive future que vous ne pouvez pas imaginer. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire un bon bilan au départ, un bon bilan non seulement échographique, mais aussi de l'appareil locomoteur dans son ensemble. Je vais vous présenter après ce bilan d'arrivée l'évolution telle qu'on l'a vécue, la clinique, quelques éléments, parce qu'évidemment, je ne vais pas résumer en 20 minutes un suivi de plus de 2 ans, la clinique en main et à la piste, et les observations à la sortie, notamment avec le Doppler. Voilà, alors le bilan au départ de ces chevaux, ce n'était pas seulement l'échographie, évidemment, c'était l'échographie. Par exemple, vous avez ce cheval-là avec une belle tendinite du fléchisseur superficiel antérieur gauche, mais tous ces chevaux-là ont eu scintigraphie, scanner, IRM, et évidemment échographie, thermographie, examen clinique, physique et dynamique, bien sûr. Et vous voyez que ce cheval-là, qui a une tendinite antérieure gauche, il avait une activité osseuse à la scintigraphie anormale sur l'os carpal 3 antérieur droit. Donc on peut se dire, vous comprenez, on comprend mieux quand on fait le bilan du cheval, on comprend mieux pourquoi le tendon gauche est lésé. Sans doute, et puis cette lésion de l'os carpal 3 droit ici, claire à la scintigraphie, elle n'était pas si claire que ça à la radio. Donc ça c'est pour vous dire qu'un examen, bon on ne peut pas faire la scintigraphie sur tout le monde, mais au moins un examen clinique complet du cheval, de façon à voir de quel membre il boite, parce qu'il peut avoir sa tendinite gauche et boiter de l'antérieur droit. Vous comprenez, ça permet de savoir comment gérer aussi cette tendinite. On ne va pas faire que des cellules souches ou du PRP sur le tendon droit. Il faut aussi traiter l'affection causale, peut-être parfois sur le membre opposé. Ce cheval-là qui a un test de flexion très discrètement positif, c'est le bon cheval dont Nathalie a parlé, un des premiers. Vous voyez, à la scintigraphie, il avait une activité osseuse sur le boulet postérieur droit. Ça, c'est les deux postérieurs vus de derrière. Je n'ai pas décrit, peut-être par manque de temps. Ici, c'est les deux carpes, les deux genoux du cheval, antérieur droit, antérieur gauche. Et vous voyez cette activité ici sur l'antérieur droit, de profil ici, de face là, qui n'existe pas du tout sur l'antérieur gauche. Ici, c'est une scintigraphie avec une activité sur la face externe du boulet postérieur droit par rapport au boulet postérieur gauche, une légère déformation. Ce cheval-là, il a une tendinite antérieure droite, en coupe transversale, en coupe longitudinale, et regardez ce qu'il a. Il a une fragmentation de l'éminence plantaire ici, de la première phalange, assez sévère quand même. On ne voit pas ça de façon courante. C'est une lésion qu'on voit assez fréquemment chez le trotteur, qu'on voyait assez fréquemment chez le trotteur. En tout cas, ce cheval-là, donc ça fait partie de son bilan clinique, parce que vous voyez, le test de flexion, il n'est pas complètement négatif. Et quand le cheval est perturbé dans la symétrie de sa locomotion, on comprend pourquoi il peut être prédisposé à avoir des tendinites latéralisées. Ce dernier cas, parce que je ne peux pas vous les présenter tous, c'est le bilan initial d'une jument qui a une belle tendinite antérieure droite ici, en coupe transversale, en coupe longitudinale, et qui a des lésions dorsales significatives, mais pas exceptionnelles pour un pur sang. Vous savez que c'est assez fréquent chez le pur sang. Cependant, cette jument-là, elle nous a posé des problèmes dans la rééducation, et ça faisait partie aussi du suivi intra-individuelle des chevaux. Elle était très difficile sur la piste et le programme théorique que Nathalie vous a montré doit être aussi adapté au comportement du cheval. Et là, il a fallu négocier avec les cavaliers pour que la jument soit gérée différemment sur la piste. L'échographie initiale.
Les vétérinaires qui sont dans la salle, regardez ce qu'il faut faire. Il faut faire un examen dynamique. Et enregistrer votre examen dynamique. Vous voyez, la sonde, elle descend de haut en bas. Vous voyez l'image défilée ici, sur l'échographe. Elle descend de haut en bas du tendon. Et comme votre échographe, il fait 50 images secondes, vous êtes sûr de ne pas louper une zone où il y a quelque chose d'intéressant. Et quand on fait cet examen dynamique, là, c'est un enregistrement de 20 secondes. Donc en 20 secondes, vous partez du haut en bas et vous enregistrez toutes vos images. 20 secondes par 50, ça vous fait 1000 images. Donc vous êtes sûr de ne pas avoir, de ne pas louper une zone et c'est ça qui m'a servi de base au suivi des chevaux. C'est ces examens dynamiques. C'est pas les images statiques. Évidemment, les images statiques sont intrinsèquement plus nettes, mais l'enregistrement dynamique est beaucoup plus révélateur d'une anomalie éventuelle. Et quand on fait un examen dynamique, eh ben voilà ce qu'on enregistre. On part du haut, on voit apparaître une lésion, on la voit se développer ici au cœur du tendon. On a mis tendon ici, et puis ce cheval-là a bien évolué. Nathalie en a parlé, il faisait partie des bonnes évolutions. Et vous voyez qu'en bas, ça diminue, et là on est au niveau du boulet. On est juste au-dessus du boulet. Donc c'est très intéressant. Et bon, plutôt que de faire une série d'examens statiques comme ça qui prend du temps, en 20 secondes, vous avez en coupe transversale tout ce qui se passe sur le tendon. La thermographie est un examen moins spécifique, mais néanmoins intéressant dans le suivi. Et surtout dans le suivi intra-individuel. On ne compare pas deux chevaux, on suit le même cheval. Et ça, c'est l'élément clé, le suivi intra-individuel. On a fait du Doppler et de l'angioscanner. Regardez sur cette très belle image faite par Fabrice Odigier au centre. Vous avez le même cheval, vous voyez, le Doppler ici, qui révèle l'hypervascularisation du tendon. Vous voyez ça, la très belle image là, d'hypervascularisation du perforé. Ça, c'est le perforé. Les autres tendons, ils n'ont pas de vaisseau. Donc, normalement, il y a très peu de vaisseaux dans un tendon. Mais par contre, à partir du moment où on a, bien sûr, une zone inflammatoire, on a une hyperémie, et l'hyperémie amène les cellules souches endogènes. Donc, on se demande si c'est nécessaire d'en apporter d'autres. Mais en tout cas, l'hyperémie est utile à la cicatrisation du cheval. Ça, c'est l'examen initial. C'est très, très révélateur. Alors, il faut évidemment un équipement un petit peu spécial. C'est complémentaire. Vous allez voir que le Doppler, c'est très complémentaire, que l'élément clé, c'est le film de haut en bas. On a fait de l'IRM. À l'IRM, c'est toujours impressionnant. La même lésion sur le même tendon apparaît toujours plus étendue en IRM. Donc, on se demande si l'IRM n'exagère pas un petit peu la représentation de la lésion. Voilà, en gros, très rapidement, le bilan qu'on faisait au départ. Après ça, évidemment, l'évolution échographique. L'évolution échographique. Vous avez ici le cheval que je vous ai déjà montré. Premier examen, deuxième examen à 6 semaines, troisième examen à 10 semaines. Vous voyez la lésion à gauche ici. Vous voyez comment elle a évolué favorablement en 6 semaines, incroyable. Et comment le tendon s'est un petit peu augmenté de taille à 10 semaines. Mais vous voyez, ces enregistrements dynamiques, la nature de l'information que vous pouvez obtenir. C'est pour moi le plus révélateur. Une évolution très favorable, encore mieux. Regardez, celui-ci. Celui-ci, en 6 semaines, là, vous voyez la lésion initiale, 6 semaines, et le cheval est déjà au trotting, là. Vous voyez, l'évolution échographique, terrible, terriblement favorable. Et puis, évidemment, quand vous avez ça au bout de la 6e semaine, vous savez qu'à 10 semaines, si vous n'avez pas fait d'erreur de gestion d'activité, le tendon sera encore mieux. Mais c'est pour dire que, alors là, ce que ça montre, c'est que l'évolution initiale, au cours des 2 premiers mois, est très rapide. Et après, ça va se tasser. C'est-à-dire qu'entre le 2e et le 10e mois et le 12e mois, échographiquement, il y a peu d'évolution. La seule chose qu'on fait, à partir du 2e ou du 3e mois, c'est vérifier qu'il n'y a pas de récidive, c'est-à-dire pas de réactivation de la lésion. Mais intrinsèquement, la lésion va évoluer très favorablement. Et vous voyez ce cheval-là, à 7 semaines, je fais beaucoup de vidéos dans tous les sens, à vitesse normale et au ralenti. C'est ce cheval-là, donc au trotting, à la 7e semaine, en raison d'une évolution échographique très favorable. Malheureusement, on a eu un cas, et c'est vraiment ce cas-là, où l'évolution échographique était défavorable malgré la mise au repos. Parce que comme on voyait que échographiquement, vous voyez, à la 3e semaine, là, c'est dégradé par rapport à l'examen initial. Et le cheval ne faisait rien. Celui-là, il faisait qu'un petit peu de marcheur. Il y avait une durée de marcheur réduite de 10 à 15 minutes par jour. Il ne faisait rien du tout.
comparativement aux autres, vous voyez. Donc c'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que chaque cas doit être suivi individuellement et on ne peut pas dire les tendinites, moi j'ai mes 6 mois au repos et puis je reprends après parce que vous aurez des chevaux qui vont satisfaire de ce programme-là et d'autres chevaux qui pourraient aller plus vite et d'autres chevaux qui ne vont pas tolérer. Donc c'est vraiment le suivi individuel. Et vous voyez ce cheval-là, à 4 semaines, il reste boiteux de son antérieur gauche. Il a encore un appui antérieur droit supérieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça, mais la tête tombe à l'appui de l'antérieur droit. Donc, il soulage son antérieur gauche. Voilà pour l'évolution. Très rapidement, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette étude-là, parce que les chevaux étaient là-bas, pendant 2 ans, je suis resté avec eux, c'est l'évolution clinique. Alors, et puis ça permet de regarder les chevaux différemment. Vous voyez, par exemple, ça c'est le cheval qui a mal évolué avec sa tendinite qui a fini par cicatriser, mais une vilaine cicatrice. Vous voyez, c'est un cheval droit jointé. Et je crois qu'un cheval droit jointé a une élasticité tendineuse qui est moins appropriée qu'un cheval bas jointé. Regardez ce cheval-là, c'est l'exact opposé. Il est bas jointé des 4 membres. Alors je me disais au départ, quand on a reçu ce cheval-là, bon sang, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que vous voyez, il a les 4 boulets presque par terre, les postérieurs, les antérieurs, cheval très bas jointé. Et pourtant, ce cheval-là a bien évolué. Donc des différences d'aplomb initiaux et puis ensuite des différences acquises. Parce que ce cheval-là, quand il est arrivé, il était pratiquement symétrique dans ses boulets. Et vous voyez là, maintenant, il a le boulet gauche qui descend, je ne sais pas si vous voyez, oui, le boulet gauche qui descend moins que le boulet droit. Il a sa tendinite antérieure gauche avec une cicatrice très nette. Alors le tendon cicatrisé, n'attendez pas qu'il soit homogène. Vous n'aurez jamais ça, les vétérinaires ou les propriétaires. Il faut savoir qu'il va falloir s'adapter à l'hétérogénéité de l'écogénicité du tendon à terme. Parce qu'à terme, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du tissu fibreux, un tissu de granulation. Et le Doppler va aider à savoir s'il y a encore une hyperémie ou pas. Le Doppler, ce n'est pas l'inflammation, c'est les vaisseaux. Et les vaisseaux, ils vont persister après la phase inflammatoire. C'est pour ça que le Doppler, parfois, il peut être... faut le prendre en élément complémentaire et pas comme élément discriminant, comme c'est considéré parfois en médecine humaine. Donc vous voyez, là, ce cheval-là, il a le boulet gauche qui descend moins que le boulet droit, parce que son tendon, il est devenu fibreux, il s'est épaissi, il est devenu fibreux, et son boulet droit descend normalement, et son boulet gauche ne descend plus. Inversement, sur cette jument-là, et c'est encore une des variations interindividuelles, cette jument-là, elle a le boulet qui descend du côté lésé, vous voyez, du côté gauche. Le boulet qui descend du côté gauche, ici. Donc, avec cette lésion cicatricielle fibreuse également, et ce petit halo hypoécogène autour du noyau fibreux, typiquement, sans doute que cette jument-là, elle a aussi une défaillance au niveau de la suspension du boulet à travers le ligament suspenseur du boulet. J'ai beaucoup apprécié regarder les chevaux à la piste. Regardez ce cheval-là. Ce cheval-là, c'est un droitier. Il est droitier, mais là, il va nous faire un changement de pied. Il a ses lésions de l'antérieur gauche. Il a sa lésion sur l'antérieur gauche et Nathalie a fait des très belles études qui montrent que les membres directeurs et le membre contacteur ont des contraintes différentes. Ça, c'est le membre contacteur, ça, c'est le membre directeur. Ça, c'est le membre contacteur, le plus de contraintes, le membre directeur, le moins de contraintes, verticales en tout cas. Regardez les très belles études faites. Ça, c'est un cheval de notre étude. Vous voyez, ce cheval-là, il a le postérieur contacteur. Je préfère contacteur que non directeur. Le cheval prend contact avec ce membre. Postérieur gauche. Vous voyez, postérieur gauche, la force développée sur le postérieur gauche, force verticale, un petit peu plus de 5500 newtons, 550 kg. Maintenant, il va poser son diagonale. C'est important parce que c'est à travers ça que je me suis amusé à regarder comment les chevaux se comportaient à la piste. Il va poser son diagonale, top. Diagonale antérieur gauche, postérieur droit. Bon, diagonale. C'est là que les forces sont les plus élevées. Postérieur droit plus élevé que le postérieur gauche, les forces sont plus élevées, dépassent 6000 newtons, vous voyez. Antérieur gauche plus élevé que l'antérieur droit qui est le membre directeur. Il y a une nette différence. Et ça, c'est intéressant pour le suivi des tendinopathies parce que, vous comprenez, sinon, et en l'occurrence, ce cheval-là a une lésion de l'antérieur droit. Donc là, il est sur son beau pied, si on peut dire, pour la réhabilitation. Il a une lésion ancienne bien cicatrisée, c'est celui qui a eu de très bonnes performances, le premier cas que Nathalie a signalé, là, malgré un noyau fibreux, un halo hypoécogène autour du tendon.
Et donc là, comme c'est une lésion antérieure droit, il est sur son beau pied parce qu'il va avoir moins de contraintes que sur le pied opposé. Voilà. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est la latéralisation des chevaux. Parce que les chevaux ne sont pas symétriques dans leur cerveau. Ils ne sont pas symétriques dans leur cerveau et comme nous, ils sont droitiers ou gauchers. Et ça m'a beaucoup intéressé. Là, on avait un cheval qui galopait d'une façon, c'est le cheval Lax, là, qui galopait d'une façon aussi facile, à main gauche et à main droite. Donc le cheval, là, il est sur son galop à main droite. Vous voyez, sur la piste, il y a une très bonne foulée, très bonne amplitude. Regardez les boulets comme ils descendent. Non seulement les boulets descendent, mais l'interphalangienne du pâturon, vous voyez, l'interphalangienne proximale, elle descend aussi. Donc là, il galope sur son antérieur droit. Il est en train de charger son antérieur gauche lésé. C'est un cheval qui avait une lésion de l'antérieur gauche. Donc vous voyez, là, il est dans la situation, dans la phase de rééducation, où il va falloir contrôler ses contraintes augmentées sur le membre contacteur par rapport au membre directeur. Donc le fait de savoir comment le cheval galope, quelle est sa préférence de galop, permet aussi de décider à quelle main on va franchir les différentes étapes de la rééducation. Ça, c'est un cheval dont Nathalie n'a pas parlé, parce que c'est un cheval qu'un entraîneur nous avait prêté en tant que leader. C'est un cheval très gentil, en tant que leader pour gérer l'activité des autres. Et vous voyez, ce cheval-là, il était présumé sain. Mais si on regarde les boulets, le boulet droit ne descend pas, le boulet gauche descend, le boulet droit ne descend pas, le boulet gauche descend, le boulet droit ne descend pas, le boulet gauche descend. L'entraîneur, le cheval sain, gentil, prenez-le. Et puis pas mauvais, parce que lui, il a bossé, parce qu'il a traîné tous les autres chevaux. Donc, quand les chevaux travaillaient une fois par matinée, lui, il en sortait 3. Donc, c'était le cheval le plus en forme du lot. Et alors, mais ce qui est intéressant, c'est l'asymétrie de ce cheval-là. C'est un cheval donc, qui nous avait été confié sain, asymétrique. Voyant cette boiterie, en fait, cette asymétrie, évidemment, on a investigué un petit peu l'antérieur droit de ce cheval. Il avait une ostéolyse dans le condyle métacarpien, vous voyez ici, mais surtout, il avait une belle anthésopathie proximale du suspenseur, ancienne. Anthésopathie, c'est une lésion à l'insertion haute du suspenseur sous le genou, à ce niveau-là. Ça ne se voit pas à la radio, mais à l'échographie, on voit bien un petit bout d'os qui est arraché dans le tendon. Ici, ça c'est le suspenseur du boulet, ça c'est sur le membre fléchi. Et en coupe longitudinale, on voit cette belle desmopathie du suspenseur avec un fragment d'avulsion. Et vous voyez, le cheval, il a adapté sa locomotion et sa suspension du boulet à sa lésion. Pour moins avoir mal à la tension du suspenseur, il fait travailler ses fléchisseurs, le boulet descend moins. Donc c'est intéressant du point de vue de la connaissance de l'animal. Et vous voyez ici, ce cheval-là est galopé sur son antérieur droit directeur parce que les chevaux connaissent mieux la biomécanique ou ont connu plus antérieurement la biomécanique que les vétérinaires. Il comprend très bien que s'il a une douleur sur l'antérieur droit, parce qu'il a eu des épisodes de boiterie discrète, s'il met son antérieur droit directeur, il a moins de contraintes. Et c'est ce qu'on a vu, il y a moins de contraintes sur le membre directeur que sur le membre contacteur. Ici, on avait un cheval qui était plutôt droitier. Vous voyez, le cheval là, il galope à main gauche dans le virage à gauche, évidemment. Et la première chose qu'il fait, ce qui est intéressant, c'est que le suivi était répétable. Vous voyez, il vient de changer de pied, il galope à droite maintenant. Cheval droitier. Et quand on voit un cheval une fois, n'importe quel cheval, tout cheval peut changer de pied à la sortie d'un virage, évidemment. Mais quand ça se répète systématiquement dans la même condition, on se dit, tiens, le cheval a une asymétrie. Ce cheval-là, il est droitier, il a sa tendinite antérieure gauche. Ça se comprend d'une certaine façon parce que c'est le membre directeur. Vous comprenez? Donc ça permet d'associer la pathologie, l'imagerie au fonctionnel. Et c'était très intéressant de suivre ces chevaux-là. Vous voyez là le cheval, par exemple, antérieur gauche, contacteur. Maintenant, antérieur droit, directeur. Vous voyez l'extension du boulet antérieur gauche. Là, on a presque mal, mais en fait, les chevaux, ils ne se posent pas la question. Ils appuient sur ce boulet-là, le boulet descend, l'antérieur gauche ici. C'était effectivement le membre lésé. Et encore une fois, là, vous voyez que dans le programme de réhabilitation, il faut peut-être tenir compte de ça. Et ça, c'est notre cheval qui a une lésion de l'antérieur droit. Là, c'est un cheval plutôt gaucher. Vous voyez, là, il galope à gauche. La cavalière va lui demander, il galope à gauche alors qu'il est corda droite. Elle lui demande un changement de pied. Le cheval
tolère pas trop bien le galop à droite, il va se défendre un petit peu. Donc pour montrer que des défenses qu'on pourrait juger uniquement comportementales peuvent aussi avoir une origine dans une asymétrie fonctionnelle du cheval. Oui, le cheval n'est pas content de galoper à droite. Et puis ça également, c'était répétable. Donc voilà, pas l'observation d'une journée. Ça, c'est les observations cliniques. En main, je ne vous ai pas montré le trot en main, parce que je trouve que le pas est très informatif. D'ailleurs, quand vous voyez les yearlings, là, on les fait marcher. Le pas est très informatif et beaucoup plus facile à regarder. Et puis, je ne peux pas tout montrer dans le temps qui m'est imparti. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu de Doppler. Alors, une évolution Doppler satisfaisante. Vous voyez, échographique et Doppler satisfaisante. Et voici le même cheval. Vous voyez les examens, comme je vous ai montré, de haut en bas. Vous voyez l'examen initial avec la belle lésion, l'examen du milieu avec une cicatrisation à 3 semaines, à 3 mois, et puis l'examen final. Vous voyez, une très belle évolution du Doppler. Bon, ça, c'est un cas à mettre dans les livres, mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça, vous voyez. Alors, comme je vous ai dit, l'activité Doppler permet de recueillir la vascularisation du tendon, l'angiogénèse, c'est-à-dire la formation de vaisseaux pour que la lésion cicatrise. La formation de vaisseaux pour que la lésion cicatrise. Donc, on voit très bien l'évolution qui était progressive et finalement favorable. Ici, c'est un cheval. Celui qui a très bien évolué, que Nathalie a montré, qui a une très belle évolution. Ce cheval-là n'était pas facile à l'examen, il bougeait sans arrêt, ça nous fait des artefacts. Mais on voit très bien sa lésion ici, et on voit bien qu'autour de sa lésion, il y a peu d'activité Doppler, ni en coupe longitudinale, ni en coupe transversale. Ce cheval-là, c'est celui qui est sorti à 10 semaines de chez nous, à 10 mois de chez nous, et qui a donc repris en course. Et ça, c'est le cheval dont Nathalie parlait, celui qui a eu la plus belle évolution et les plus belles performances après sa sortie. Et vous voyez que lors de sa sortie, on n'était pas trop fiers avec le Doppler. Il y avait une activité Doppler qui a persisté jusqu'à temps qu'on le rende à l'entraîneur. Il est reparti à l'entraînement. L'entraîneur ne s'est pas posé de questions, il l'entraînait normalement. Et le cheval enchaînait une dizaine de courses sans récidive. Malgré une activité Doppler. Donc le Doppler, c'est bien, c'est très sensible. Mais la signification exacte reste encore à démontrer et parfois des chevaux sont capables de retourner en course avec une forte activité Doppler intratendineuse. Donc le bilan, la clé pour moi, c'est le suivi individuel. Le suivi individuel régulier, le suivi longitudinal des chevaux, parce qu'il n'y a qu'en suivant longitudinalement le même cheval qu'on peut identifier les changements. Et si on regarde un cheval une fois tous les 3 mois, on ne sait pas ce qui se passe entre 2 examens. Mais le suivi, alors évidemment ça prend du temps, mais c'est passionnant. Suivi individuel pour pouvoir établir une gestion personnalisée à chaque cas. Documentation, le film échographique est certainement pour moi le plus fiable dans le suivi. L'élément qui permet le plus facilement d'identifier une éventuelle récidive. Paramètres du suivi, Nathalie en a parlé, la détection fine de chaleur. Mais si vous avez de la chaleur sur le tendon, regardez s'il y a de la chaleur sur les pieds. Parce que parfois, c'est tout le membre qui est chaud. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le tendon, c'est tout le membre. Parce que pour une raison ou une autre, le cheval a reçu plus de vascularisation sur ce membre-là. Donc, comparez la chaleur des 2 tendons à la chaleur des 2 pieds. Détection fine de sensibilité sur le membre fléchi. C'est très sensible. C'est très sensible. Si vous le faites toutes les semaines, ou tous les jours, toutes les semaines pour les vétérinaires, tous les jours pour les premiers garçons, d'un jour à l'autre, vous allez voir les différences. La surface de section, comme Nathalie l'a dit, est intéressante. Le travail à la piste, voir comment le cheval travaille à la piste, s'il change son comportement, s'il change justement sa latéralisation du galop, ça peut être des éléments intéressants. Voilà. Et enfin, si 1 ou 2 paramètres physiques ou dynamique ou par imagerie change, là il faut se poser des questions et revoir le niveau d'activité. Ne pas regarder seulement le tendon lésé. C'est comme en maréchalerie quand on regarde que le pied. Au-dessus du pied ou au-dessus d'un tendon, il y a un cheval.
Il faut regarder le cheval dans son ensemble. Le cheval dans son aspect morphologique, la conformation, la suspension des boulets, on a vu, c'est essentiel pour moi. L'aspect fonctionnel, la latéralisation, savoir si un jour le cheval change de latéralisation au galop, et là il faut aller sur la piste. Le statut locomoteur évidemment, savoir si le cheval a d'autres lésions. C'est pour ça que un examen initial échographique et un bilan global est intéressant, et ça permet de mieux gérer l'activité donc personnalisée à chaque cas. Merci de votre attention.